Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mon PEA sur le mois d'avril 2023. On a un CAC 40 qui est toujours plus haut, avec le luxe qui est très en forme. À mon niveau, j'ai fait une vente, 7 achats et j'ai une croissance des dividendes de 11% par an, même si c'est pas mon critère d'investissement principal. Et je sais que ça intéresse beaucoup de gens, donc je mets une croissance des dividendes de 11% par an parce que ça fait bien également et c'est prouvé. Précaution d'usage, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Là, je vous ai mis la performance du CAC 40 et du CAC Mid and Small, le graphique ici, qui est dividende non réinvesti. Donc c'est gross return. Non, pas gross return, c'est sans les dividendes, pardon. Et donc, vous voyez bien que le CAC 40, il surperforme largement le CAC Mid and Small. Il enchaîne un 4e mois de hausse consécutif porté par la santé éclatante des valeurs du luxe. L'indice parisien engrange encore une fois sur le mois 2,3% de performance. Et dans un contexte inflationniste plus favorable à une poursuite de la hausse des taux, le CAC 40 se rapproche ainsi de ses sommets historiques. Donc on sait qu'il est à aujourd'hui on est le 21 mai et on voit que le CAC 40 il est à de nouveaux records historiques en dividendes réinvestis. Et donc le CAC Mid Small, dans le même temps, termine en légère hausse de plus 0,3 en dividendes non réinvestis, hein. Et là, je vous ai mis en bas, j'ai corrigé un peu, évolution des principaux indices, CAC Mid Small Gross Return et CAC 40 Gross Return, donc avec les dividendes réinvestis. Donc vous voyez que le CAC Mid Small, on est à plus 5,45% et le CAC 40 plus 14,56% en dividendes réinvestis. Et on voit quand même que les small et mid cap sont boudés et que le CAC 40 a une santé de fer, comme on dit, a une santé de luxe même, je dirais. Au niveau des indices, on voit que le CAC 40, comme je vous l'ai dit, il a fait, donc là c'est dividendes non réinvestis, donc il a fait 14,56%. Donc c'est la deuxième meilleure performance de ce top indice, derrière le Nasdaq 100, qui marque le retour de l'appétence au risque des investisseurs, qui a fait presque 22% depuis le début de l'année, à fin avril. On a, un MSCI World en euros parce que j'ai pris l'ETF parce qu'au moins il est en euros, il fait plus 3,87% à fin avril. Emerging Markets, MSCI Emerging Markets plus 1,5%. La Chine sous-performe et donc c'est pour ça qu'on a seulement plus 1,5%. Et au niveau du Stock Europe 600, les 600 plus grosses capitalisations européennes, pardon, on a plus 10%. On a également un S&P 500 à plus 9,03% tiré par les GAFAM, du Nasdaq qui est inclus dans l'ETF. Et donc les GAFAM sont très en forme depuis le début de l'année. Pourquoi les small et mid cap ne performent pas bien? Pourtant, on peut voir qu'elles sont sous-évaluées, pardon. Elles ne performent pas bien et pourtant on peut voir qu'elles sont sous-évaluées. Donc les multiples de valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation en fin d'année, on a une source d'Epsilon et des mid caps. On voit que, on a une décote de 35% par rapport au CAC 40 depuis 2019, donc c'est une décote énorme, alors qu'elle s'élevait en moyenne à 20% cette décote de VE sur EBE. Entre 2009 et 2015, elle s'est réduite de 2015 à 2019 où les small et mid cap ont surperformé et au niveau du private equity, on a encore une décote des small et mid cap de 25% par rapport au private equity, de quoi entretenir, voire accélérer le phénomène de retrait de la cote. Donc ici, tous ces schémas, je les trouve, sur le bilan mensuel de Raphaël Giraud sur Zone Bourse. Il fait des très bons papiers et j'aime bien, reprendre ces schémas-là parce que j'investis sur les small et mid cap. Au niveau du PER, on est également, très sous-évalué. On a un retour à un PER médian de 15 fois les bénéfices selon ID Midcaps. On voit qu'en 2020, on était monté à 25. Pourquoi? Parce qu'on avait, une baisse des prix et des earnings en même temps. Non, si c'est ça. Et donc on avait une baisse des earnings et donc les sociétés
donc des bénéfices et donc les sociétés étaient surévaluées à 25 fois les bénéfices et là, on est à 15 fois les bénéfices parce que les prix n'augmentent pas, mais les bénéfices, augmentent de nouveau et donc on est de retour à des niveaux assez faibles de 15 fois les bénéfices. On peut voir aussi que les small et mid cap n'ont pas la cote parce qu'on a beaucoup d'OPA, ce qui signifie que les sociétés sont très sous-évaluées selon certains opérateurs de marché et qu'on a des belles primes, offertes moyennes. En 2022, on a eu 43,4 de primes moyennes offertes sur, les sociétés. Donc c'est-à-dire que si elles cotaient à 100 €, en moyenne, vous auriez pu les revendre à 143,4 € et donc avoir une belle prime dessus, même si on a eu des belles sociétés cotées qui sont fait sortir, notamment Manutan. Moi, j'aimais bien Manutan et elle s'est fait sortir. J'aurais bien aimé investir encore à long terme sur cette société, mais bon. Et donc on a également 28 OPA, donc ce qui est très, très au-dessus du niveau de 2018 et 2019. Parce que les opérateurs de marché considèrent que les small et mid cap sont sous-évalués. Là, on a une source d'indépendance à expansion, ben, il y a plus d'expansion, c'est indépendance AM maintenant. Voilà tout. Et au niveau, on voit, ce schéma, il symbolise les collectes des fonds small et mid cap français. On a une source des mid cap, Exane et Lipper et on voit que le désintérêt, sur les small et mid cap se retrouve dans les flux sortants, les décollectes, des fonds small et mid cap depuis 2018, ce qui explique fortement la sous-performance de cette classe d'actifs. Parce que, c'est les seuls acteurs qui inondent, de liquidités le marché des small et mid cap. Parce que les ETF et tous les gros acteurs ne peuvent pas rentrer dessus. C'est seulement des fonds small et mid qui peuvent rentrer sur ce type de société parce qu'on a des petites capis bien sûr et donc seulement un retournement, donc une collecte, durable pourrait amener de nouveau une surperformance des petites valeurs. Vous voyez que là, on a eu, entre 2015 et 2019 une surperformance et on a eu des gros flux entrants sur les small et mid cap. Mais c'est pas parce qu'il y a des flux sortants que les small et mid cap perdent leur qualité et leur, sous-évaluation. On a de très, très belles sociétés et je vais vous montrer dans quoi j'ai investi ce mois-ci et c'est vraiment, des belles sociétés. Là, encore une fois, Raphaël Giraud, zone bourse. On voit que les petites et moyennes valeurs qui surperforment, sur, très longue période, supérieure à 10 ans, historiquement, elles sont de retour, sur leur niveau d'il y a 5 ans et accusent aujourd'hui un retard de près de 50 par rapport au CAC 40. Dividendes réinvestis, tout ça, on voit qu'on est à peine à 10 pour le CAC Mid and Small et 50 pour le CAC, 40 Gross Return, donc avec les dividendes et le CAC Small n'est toujours pas, revenu en territoire positif depuis 5 ans. Donc ça commence à faire long pour ces petites valeurs. Maintenant, on passe au reporting de mon PEA sur avril 2023. À ce niveau-là, j'étais au 31 mars à 8 644,75 € et au 30 avril, je suis à 9 359,86 €. Au niveau des liquidités, j'ai à fin avril 515,22 €. J'ai fait durant le mois d'avril 816,88 € d'apport. J'ai eu une moins-value de 101,77 € et ça représente donc une performance de -1,2. J'ai touché 10,04 € de dividendes. J'ai passé 9 ordres, contrairement, au mois dernier où j'étais à 10 et j'ai un nombre de lignes qui est à 34 et il est égal au mois dernier, donc à mars, j'ai le même nombre de lignes. Au niveau des dividendes, j'ai touché 10,04 € de dividendes. J'ai touché, 6,09 € de Fountaine Pajot, donc j'avais 3 actions et j'ai touché, 2,03 € par action et Click Digital où il y a une retenue à la source pour le dividende de 27 il me semble en Allemagne, même si ce n'est pas récupérable sur le PEA, moi ça me dérange pas parce que je joue la performance à long terme et non le dividende, même si, les sociétés qui versent des gros dividendes, c'est intéressant, dans une stratégie de dividende d'investir sur le compte titre ordinaire pour récupérer, les prélèvements à la source. On peut les déduire et donc récupérer une partie, du dividende. Donc j'ai eu 3,95 € de Click Digital, société, de communication, un peu un Netflix all-in-one allemand. Si je ferai une vidéo, là-dessus si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire
et donc j'ai touché 1,31 € par action. Voilà. Au niveau de mon objectif moyen terme, chaque mois, je me rapproche parce que je n'investis plus en ETF. Donc pour rappel, mon objectif moyen terme, c'est 70 en, small et mid cap PEA et 30 en ETF. Et là, je suis actuellement à environ 47 en small et mid cap et 53 en ETF. Donc heu donc voilà, ça descend tranquillement, la stratégie est en place. Chaque mois, je suis régulier, j'investis dans des sociétés de qualité, small et mid cap, ce qui fait descendre la partie ETF. Au niveau de mon portefeuille, l'évolution de mon PEA, je suis à moins 1,83, donc je suis en négatif, depuis que j'ai commencé à investir en 9 juin 2021, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que je fais des apports mensuels et donc ça moyenne ma performance, chaque mois, petit à petit. Bon, je mets des petites liquidités, je commence à avoir un bon capital quand même là et donc ça lisse quand même ma performance à long terme. Contrairement à d'autres youtubeurs où ils ont 100 000 € investis, sur le PEA et ils font des arbitrages et ils mettent pas d'apport, ce qui ne lisse pas leur performance. On a le CAC 40 qui me surperforme largement, 19. On a le MU Small Cap qui est à -10, quant à lui, il me sous-performe et on a l'XOR PEA Monde qui fait lui 6,71. Donc il me surperforme également durant cette période. Il y a juste les small caps qui sont, décotés et qui sont boudés et donc qui me sous-performent. Donc voilà tout. Le CAC 40 qui est très en forme, voilà 19 depuis le 9, juin 2021. Voilà pour mon PEA. Au niveau de mon stop picking, je l'ai commencé le 8 avril 2022. J'ai une perf de 4,21 au 29 avril et on voit que le CAC 40 me met une mine. Il a plus 18,46 depuis le 8 avril, 2022. Pourquoi, j'étais à peu près au même niveau que le CAC là, à plus de 10 de performance, janvier, février, mars, 2023. Et vous voyez en haut, en noir, c'est moi et en orange, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis, donc l'ETF de chez Lyxor et donc vous voyez que j'étais collé au CAC à un moment là, un peu en dessous des 10 et là, depuis, lui, il a très, très bien rebondi et moi, j'ai pas encore rebondi. Mais bon, pour le mois de mai, je peux déjà voir que je suis plutôt pas mal et je suis confiant dans ma stratégie. Je surperforme actuellement le CAC 40 sur le mois de mai et on verrait dans la prochaine vidéo du bilan de mon PEA, ce qu'il en est. Et donc voilà, au niveau du mois d'avril, je fais -2,58 au niveau de mon stock picking, parce que quand je vous prenais le PEA, avant là, depuis le 9 juin, je vous montrais tout mon PEA avec mes ETF et là, j'aime bien regarder essentiellement mon stock picking. J'ai fait -2,58 sur avril, quand le CAC 40 a fait 3 donc je me suis fait dégommer de plus de 5,58. Voilà tout sur le mois d'avril. Mais bon, je perds pas confiance, je vends pas mes positions, je suis confiant à long terme. On passe tout de suite sur la société que j'ai vendue, donc c'est Reworld Media, qui est le leader français des médias thématiques. C'est le premier éditeur de presse thématique et le deuxième groupe de médias thématiques dans le digital et un acteur international fondé en 2012 qui est présent dans 13 pays. Voilà, j'ai vendu donc Reworld, le 26 avril, je l'ai détenu 192 jours. J'avais 13 actions en portefeuille à un PRU de 6,15, ce qui me faisait un total de 79,93 et j'ai vendu 13 actions à 64,68 €, soit une moins-value de 19. Pourquoi j'ai vendu? Parce que j'avais déjà vu petite polémique là sur YouTube. Si vous voulez aller voir, Lusty, je sais pas comment on dit, la rédaction de Gamecult démissionne après le rachat du site par Reworld Media. Donc, Reworld Media, ils rachètent, personne veut rester avec eux parce que, ils veulent réduire les coûts et ils veulent pas rester dans l'esprit, de ce qu'ils rachètent et donc moi j'étais un peu frileux là-dessus et quand j'ai vu les résultats, plus 3,9 de croissance organique en 2022, j'ai trouvé ça assez faible, et donc j'ai trouvé que le groupe était polyactivité, au niveau des médias en ligne, plus des magazines et donc également des publicités et le changement de périmètre, en plus, ça c'est très difficile à analyser et
et selon moi, ça valait pas le coup que je la garde et donc voilà pourquoi j'ai vendu Reworld Media malgré, la sous-évaluation apparente du titre. J'ai préféré me rediriger, vous le verrez, pendant le mois de mai sur, une grosse société qui est Publicis au niveau de la communication services. J'ai préféré me recentrer sur un gros acteur. Donc qu'est-ce que j'ai acheté maintenant? J'ai acheté du Verallia, j'ai renforcé ma position. Verallia, c'est le leader européen, et le troisième producteur mondial d'emballage en verre pour les boissons, produits alimentaires. Donc vous voyez ici, c'est une société française qui est, dans le secteur de la consommation cyclique et donc les, packaging, donc les contenants et emballages en verre. On a une CAPI au 19 mai de 4,282 millions d'euros. La société cote à 36 € et pour moi, elle reste selon moi très intéressante, à acheter. On a 34 usines, de production verrière, 5 usines de décor, 12 de traitement et on fait quand même 17 milliards de bouteilles et pots en verre par année et on a 10 000 clients. Donc vous voyez la répartition du chiffre d'affaires, vin tranquille, vin pétillant, spiritueux, bière, boissons alcoolisées, produits alimentaires, donc on est assez bien répartis. Les vins tranquilles sont quand même une grosse partie du chiffre d'affaires, mais on est quand même bien répartis sur différents secteurs et donc ça reste intéressant selon moi. Pourquoi j'investis, sur Verallia? Parce qu'on a une croissance sous-jacente. Donc on a une croissance de la demande européenne dans un contexte d'offres tendues. Donc, on a eu de 2015 à 2021, 2,9 de volume de vente d'emballage en verre domestique en Europe, en mégatonnes, en millions de tonnes, mégatonnes, je sais plus, millions de tonnes, je pense et Verallia prévoit en interne, une estimation interne, une croissance supérieure à 2 par an, jusqu'à 2025. La demande du marché, elle devrait croître d'au moins 2 par an, comme je vous l'ai dit, d'ici 2025, représentant un besoin supplémentaire de 460 kilotonnes par an, pardon. Les augmentations de capacité annoncées et la demande intérieure devraient croître dans, le même ordre de grandeur dans les années à venir. Donc on va essayer d'investir pour, suivre, cette croissance du marché. Voilà, au niveau on est leader européen, on est deuxième en Amérique latine et troisième producteur mondial d'emballage en verre. Je vous l'ai remis là en bas à droite. Là, je suis allé sur Owens Illinois qui est, le premier producteur mondial, donc un concurrent de Verallia, mais lui qui est aux États-Unis et donc qui est le premier producteur mondial et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent, la croissance, projetée, des emballages en verre. Au niveau, voilà, emballage en verre, on voit qu'en Amérique latine, on prévoit une croissance de 2023 à 2025 de 3,8 par an et ce que j'aime, c'est que Verallia est placé et investit fortement dans des usines là-bas et en Europe et l'Amérique du Nord est plutôt flat à 1,7. Non, pas plutôt flat, mais 1,7 par an. C'est la moins bonne croissance du, hem du vert par rapport à ces trois régions et ils nous mettent que c'est, les fondamentaux, c'est les plus forts fondamentaux, pour le vert depuis plus de 20 ans. Donc on a des très, très bons fondamentaux et pourquoi je vous dis que j'aime bien Verallia, c'est qu'ils ont démarré, Jacutinga, si vous suivez un peu, au Brésil, donc ça fait plus 114 kilotonnes par an et donc on va capter cette croissance en Amérique latine et on prévoit un Campo Bom 2, au Brésil qui est un four à oxycombustion, démarrage S1 2024. Donc on va encore investir fortement, en Amérique latine, notamment pour la bière parce que pour le Brésil, c'est la bière et ça reste, ça va être très, très intéressant à ce niveau-là. Et en tout, on aura 3 fours d'ici 2026 en Europe, 2 en Italie et 1 en Espagne, donc 2,2 de croissance annuelle d'ici 2025. On va pouvoir capter cette croissance, ça va être assez intéressant. Au niveau de Verallia, je kiffe, pardon, je parle un peu familièrement. J'aime bien, j'ai bien aimé suivre la société, la croissance de la société et cetera. Parce que selon moi, ça va être intéressant. Ils se placent sur des segments où il y a de la croissance, des régions où il y a de la croissance et ça va être, une belle aventure à suivre ces prochaines années pour Verallia. Et on aura donc une augmentation de capacité de, plus de 400 kilotonnes,
par an cumulatif avec, 3 nouveaux fours d'ici 2024. Donc ça va être très, très intéressant. Au niveau des fondamentaux de Verallia, on a une performance financière éprouvée de 2018 à 2022, un taux de croissance, annuel moyen de 8,5. Au niveau, de l'EBITDA, il a cru encore plus vite que le taux de croissance annuel moyen, donc c'est très, très intéressant à ce niveau-là, de 12,3. Et on a eu un taux de croissance des cash flows également de 11,9, donc supérieur à la croissance des ventes, tirées par, des actifs bien investis et des CAPEX stratégiques. Et la profitabilité a augmenté notamment parce que, on a du levier opérationnel, on a un spread positif et on a un plan d'action, pour la performance, donc des gains de productivité, qui se font chaque année de 2 selon Verallia, et ils respectent très bien ce principe. Et donc moi j'aime bien, ce business. Et donc on a une poursuite de la croissance profitable et performance remarquable dans tous les domaines. Donc comme je vous l'ai dit, là on a de très bons résultats. On se désendette, on a même racheté, comment on appelle ça? Heu, Allied Glass, au Royaume-Uni, pardon, et on est sur du segment premium et ça va être bénéfique pour les marges de Verallia. Et on voit qu'on a les free cash flow représentent 10 du chiffre d'affaires et en 2022, donc on est vraiment très, très bon là-dessus. C'est vraiment une très, très belle société, mais bon, est-ce que ça va durer? Je pense quand même, et on a un premier trimestre, 2023 qui a plus de 40 de croissance. Je vous l'ai pas mis là, mais notamment à cause des spreads, positifs à répercuter aux clients, où on avait subi, l'inflation fortement au S1, au T1 2022, et là justement ça fait un gros écart parce qu'on répercute, à la hausse, on fait du spread positif, et donc on a une très, très grosse croissance du chiffre d'affaires, mais qui devrait se stabiliser selon moi à des niveaux autour de 20 pour l'année 2023. J'ai renforcé donc ma ligne, j'ai fait un achat d'une action le 13 avril, avec un PRU à 37,68, et au total, j'ai 7 actions avec un PRU de 37,01. Donc je me suis mordu les doigts parce que la société a touché les 20 €. Là, c'était en l'année dernière, heu et là, je me suis donné un peu comme défi de mieux connaître la côte française, parce qu'on a des très, très belles sociétés et je suis passé à côté d'une très, très belle occasion là-dessus à 20 €. Vous voyez qu'on a presque fait un x2, si vous aviez acheté à ce prix-là. Mais bon, moi, je reste confiant pour le long terme et donc je vais sûrement en racheter un peu puisqu'on est aux alentours de 35 € actuellement, et donc ça reste, très, très intéressant selon moi, la croissance, la stratégie, on a même du rachat d'actions actuellement, allocation du capital, tout ça. Moi, j'adore ce que fait le management avec Verallia. Au niveau du dividende, on propose au titre de l'exercice 2022 1,4 € par action, soit une augmentation de 33. Vous voyez qu'on depuis, 2020, on est en augmentation constante du dividende. Pourquoi j'achète du Verallia? On a une résilience des marges malgré l'inflation. Donc on a un EBITDA qui est de l'ordre, qui est en croissance encore sur 2022 de 26,7, contrairement à ses concurrents Vidrala, Owens-Illinois, Zignago et Vetropack. On a une excellente croissance du chiffre d'affaires, 8,5 par an depuis 4 ans, donc depuis que c'est coté. Même si ça existe depuis très, très longtemps, Verallia. On a une profitabilité qui augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires, donc ça, je vous l'ai dit. On a une stratégie de couverture en énergie qui consiste à couvrir, sur 3 ans, 85 de la consommation future estimée en fin d'année N. Donc pour l'électricité et le gaz, c'est assez intéressant à ce niveau-là, et on a eu, des gains de part de marché un petit peu à ce niveau-là parce que les autres sociétés n'étaient pas couvertes. Donc les Vidrala, Vetropack et Zignago, n'étaient pas, couvertes, et donc ont subi, encore plus fortement l'inflation par rapport à Verallia, notamment en 2022. Ce que j'aime également, c'est qu'on est sur un secteur défensif peu cyclique, consommation de base et en croissance. On est plus écologique que le plastique, on peut produire à flux tendu et on n'a pas besoin de stock. Et ce que j'aime également, c'est on s'est premiumisé avec l'opération de croissance externe qui est, Allied Glass, comme je vous l'ai dit. Au niveau, des ratios, au niveau du price earning, on est sous-évalué, donc au niveau du levier value, donc je vous rappelle que je suis un investisseur small cap quality value,
et donc la société est, une mid cap là actuellement, donc on est à 4,3 de capi à peu près, ce que je disais. Donc c'est pas non plus une big cap, donc on a un levier important de croissance selon moi. Donc le levier value ici, donc le levier small, ça montre que les sociétés, les small et mid cap surperforment à long terme les grosses capitalisations. On a le levier value qui dit que si on achète lorsqu'on achète des sociétés sous-évaluées, on surperforme le marché, et également quand on le combine à un levier quality, donc c'est-à-dire, un ROCE élevé, donc une profitabilité, un ratio de rentabilité élevé et une croissance du chiffre d'affaires plus élevée que l'indice, et ben, on surperforme également. Moi, je combine plusieurs facteurs, je suis multifactoriel, et donc je pense qu'à long terme, je peux surperformer le marché. Donc au niveau du levier value, au niveau du price earning, on est sous-évalué de 17,7 par rapport au marché, et au niveau du cours sur autofinancement, donc je prends maintenant que l'autofinancement comme le fait, Indépendance AM, et donc Verallia s'est sous-évalué de 6 par rapport au marché au niveau du cours sur capacité d'autofinancement. Au niveau du ROCE, par contre, on est à plus 340 par rapport au marché. Donc on est très, très, quality, et au niveau croissance du chiffre d'affaires, notamment poussé par la hausse des prix, on est à plus 163. Donc on remplit à 100 les 2 critères, même si on n'est pas très, très sous-évalué par rapport au marché. On remplit le critère value et quality. Donc c'est tout bon pour cette société. Moi j'aime bien avoir des critères quantitatifs pour évaluer mes sociétés. Contrairement à ce qui se fait sur YouTube où on connaît pas trop les stratégies, on achète un peu ce qui vient, tout ça. Moi j'aime bien vous montrer ce que je fais avec des chiffres à l'appui. Ensuite, j'ai acheté, du Obey, qui est une entreprise, des services numériques française, une ESN, qui a été fondée en 98 par, Christian Aubert, et qui est toujours, à l'heure actuelle, qui est à l'heure actuelle présente sur le territoire européen. Le DG, donc directeur général, Philippe Rabas, il est, DG depuis, 2004, donc ça fait bientôt, 20 ans qu'il est directeur général. Donc ça montre, une solidité, du management sur la société, et on voit donc ici qu'on a une stratégie de développement patrimonial et durable. Donc on voit que depuis 2016, on avait, 326,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, et là, on a 513,5 millions d'euros en 2022, donc on a une très, très belle croissance. On a presque doublé, allez, fois 1,75, depuis, 2016, donc en 8 ans, en 6 ans, pardon. Je suis Miro ce soir, et donc on est sur une société, très, très qualitative là-dessus, même si ça se paye plus cher que, les sociétés moyennes du CAC Mid Small. On voit également que le recrutement a été, très, très important, parce qu'on ne gère pas d'usine ni de stock. On a besoin de matières grises, et donc pour, avoir de la croissance, on doit recruter du personnel. On voit qu'on a 7 819 salariés chez Obey. Au niveau, du résultat opérationnel d'activité, il est très bon et en croissance comme le chiffre d'affaires, et on a également un très, très bon résultat net qui est en hausse et qui est en croissance comme le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on aime voir chez Obey, qui est une très, très belle société. On voit que, Obey est présente au Royaume-Uni, en Belgique, au Portugal, en France, au Luxembourg, en Espagne et en Italie. Donc 7 pays, 21 bureaux. Le chiffre d'affaires est fait à 51,3 en France et à 48,7 à l'international. En 2022, on a eu une hausse du chiffre d'affaires de 9,1, donc en croissance uniquement organique. Au niveau du chiffre d'affaires, il est réparti, en fonction des différents secteurs. On a la banque et la finance qui représentent 38 du secteur. On a l'assurance qui représente 21 du chiffre d'affaires. Donc, c'est banque, finance et assurance, c'est des secteurs où je n'investis pas parce que je n'aime pas du tout le secteur. C'est pas croissant, c'est pas value, c'est pas quality, du coup, je n'en mets pas dans mon portefeuille. Donc c'est très intéressant d'avoir une société qui fait la plupart de son chiffre d'affaires à ce niveau-là. Ensuite, télécom et médias, 15. Ensuite, on a, énergie, utilities et santé, 13, secteur public, 6, industrie et transport, 5, retail, e-commerce et luxe, 2. Donc selon moi, c'est très intéressant pour diversifier vos portefeuilles si comme moi vous n'investissez pas dans la, banque, finance, assurance, d'avoir du Obey. Donc les tendances 2023, elles sont quand même belles.
Parce que, pour les budgets IT, 5 des DSI prévoient une hausse de leur budget. Heu, on a une méga tendance de la digitalisation et donc, forcément on aura, des investissements massifs et donc, une demande croissante pour les solutions de haut bay et donc ça reste, très, très intéressant pour 2023. On voit qu'ici les 15 premiers clients représentent 56 du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, on a les grandes banques, Société Générale, Crédit Agricole, Allianz, AXA. On a Renault-Nissan également, on a la Banque centrale européenne, enfin l'Union européenne. On a, on a le groupe BPCE Santander, donc c'est une banque, il me semble, Accenture qui est le leader, mondial, des ESN. On a également Vodafone, et la Banque de France qui sont, clients de Aubert. Donc ça, c'est intéressant, des grands comptes et ce que j'aime également, c'est qu'on a 45,3 du capital qui est détenu par les managers et c'est un actionnariat stable dans le temps et les membres de la direction sont toujours les membres fondateurs du groupe, ils sont toujours en activité et donc c'est selon moi très, très intéressant à ce niveau-là. On a eu le T1, 2023 de Obey qui est en croissance organique de 10,3. Donc c'est très, très bon à ce niveau-là. Alors la croissance continue. Obey démarre l'exercice 2023 en réalisant un très bon, trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,3. Croissance, purement organique qui a bénéficié d'un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au T1 2022. Cette performance est homogène et dynamique avec une croissance à 2 chiffres en France, en Belgique et au Luxembourg, dans la zone ibérique. Conformément à nos anticipations, la zone, italienne s'améliore séquentiellement et ce qu'on aime voir, c'est que la hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours de compenser, les effets de l'inflation salariale. Donc c'est très, très beau là-dessus. Moi, j'aime bien aussi, voir le taux d'activité qui reste élevé à 92,5 bien qu'en recul par rapport à la performance exceptionnelle au T1 2022 de 95. Pourquoi j'achète du Obey? Parce que c'est une société qui combine une croissance organique soutenue +7 sur les 8 dernières années et une croissance externe également, soutenue, même si ces 3-4 dernières années, on n'a pas eu pardon, de croissance externe. Et donc on a une marge opérationnelle également supérieure à 10 parmi les meilleures françaises. Début d'exercice 2023, donc parmi les 3 meilleurs de ces 10 dernières années. On a toujours une croissance organique prévue entre 5 et 7 pour l'exercice 2023. On a un ROCE excellent à 20 20,5 et on a un marché en croissance structurelle, à cause de la méga tendance, digitale. J'ai renforcé ma ligne avec à 3 actions, un achat de 3 actions en avril 2023 avec un PRU de 45,93. J'ai donc abaissé un peu mon PRU avec, 5 actions, que j'ai au total avec un PRU de 47,628. Donc, vous voyez que j'ai lissé un peu à la baisse, vers 44 €, j'en ai même racheté et donc selon moi, ça représente une très, très belle opportunité et une des meilleures ESN françaises à acheter, actuellement. Au niveau du dividende, on voit que Obey est une société, qui fait croître son dividende, donc il redistribue notamment à cause de la structure de son actionnariat où les managers sont toujours présents et détiennent 45 du capital. Vous voyez qu'on a une très, très belle croissance du dividende qui a fait presque, bon on va pas dire x10 mais, qui s'est multiplié très, très fortement depuis 2012 et donc on a un rendement de Obey, de l'action, de 3 quasiment au cours actuel, donc c'est très, très intéressant. Au niveau des ratios, donc au niveau du levier value, donc price earning et cours sur autofinancement, au niveau du PER, on est surévalué par rapport au marché. C'est logique parce que les OSN sont des sociétés qualitatives. Donc on est surévalué au niveau, de +9,2 au niveau du price earning et au niveau du cours sur autofinancement, on est surévalué de +18,6. Donc ça ne me dérange pas non plus énormément parce que, la société est de qualité. Elle se paye un peu plus cher que les autres sociétés parce qu'on a une croissance continue, on a un business solide, on a un actionnariat stable et on a une méga tendance digitale.
Par contre, au niveau du levier quality, au niveau du ROCE, on surperforme de 185 l'indice de référence. Donc on investit très, très bien, les capitaux. Au niveau, du chiffre d'affaires, par contre, on fait, -5,2 moins bien que l'indice parce qu'on a une croissance du chiffre d'affaires de 9,1, contrairement à l'indice qui a eu une croissance 2022, du chiffre d'affaires de 9,6. Voilà tout pour, Obey. On passe maintenant à la société suivante que j'ai achetée, qui est Tipsos, qui est, un acteur majeur de l'industrie des études de marché et d'opinion et de la recherche personnalisée. Le groupe sert plus de 5 000 clients dans tous les secteurs au travers de sa présence dans 90 marchés, faisant d'Ipsos l'une des rares sociétés d'études pouvant répondre de manière globale et locale. Ça fait un moment que je regardais du Ipsos parce que, je trouvais que la société était intéressante et toujours sous-évaluée et à l'annonce des résultats, trimestriels, on a eu une chute du cours de 10 il me semble et donc j'en ai profité pour me placer sur le titre. La société cote à 47,58 €, au 19 mai 2023. On a une capi de 2 milliards d'euros. On est sur une société française, qui est, sur l'industrie des sociétés de consulting, ils nous mettent ça et on a un secteur industriel, mais selon moi, c'est, communication et médias. Mais bon, bref, moi je l'achète dans l'optique de l'avoir dans le secteur, enfin dans le secteur, médias. Au niveau des performances 2022, on a eu des performances très, très solides et une très, très bonne rentabilité avec une croissance de 12 et une croissance de 8 en organique, net des effets covid, donc des contrats covid principalement avec les États. On a une marge opérationnelle qui est très, très élevée à 13,1 et donc on a, du gros cash qui rentre dans les caisses et donc flux de trésorerie disponible 214 millions d'euros. Donc on a une très, très bonne conversion cash également et on a un faible endettement. Ce que j'aime, c'est chez Ipsos, pardon, c'est qu'on a un plan 2025 qui est très, très bon, qui s'appelle The Earth of, Science and Data. Donc au niveau des objectifs financiers, on prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires de 5 à 7 une rentabilité opérationnelle supérieure à 13 en 2025 et des free cash flow de plus, de 900 millions d'euros, cumulés entre 2022 et 2025. On va avoir une allocation de 500 à 700 millions d'euros, pour les acquisitions, en tout, de 2022 à 2025, 200 millions en CAPEX, 300 millions en dividendes et jusqu'à 300 millions d'euros en rachat d'actions. Donc, 115 millions d'actions gratuites pour les salariés et 185 millions d'euros pour, un programme de rachat d'actions jusqu'à 2 par an du capital. Donc ça va être très, très relutif pour les actionnaires. On va avoir un bénéfice qui va augmenter. Moi, j'aime bien parce qu'actuellement, la société est très, très sous-évaluée. À 10 fois les bénéfices, elle se paye et donc si on rachète des actions, ça va, monter mécaniquement le bénéfice par action. Le 1er trimestre, je vous en parlais, un 1er trimestre, un décalage sur les revenus, mais une bonne dynamique du carnet de commandes. Chiffre d'affaires 532 millions d'euros. On a, moins 2,8 de croissance du chiffre d'affaires, donc une décroissance du chiffre d'affaires de moins 2,8 en organique. On a un carnet de commandes, qui augmente quand même de 3,3 sur le trimestre et de plus de 6,4 en mars. Et on a également, hors contrat covid, qui finissait au T1 2022, donc sur une base plus élevée, du T1 2022, on sera en croissance organique de 0,6 actuellement. Donc ça reste selon moi intéressant. Donc on a une très, très belle société. De 1975 à 2021, on a une très, très belle stratégie de croissance, notamment, parce que Didier Truchot, détenait la société, était, détenait un fort pourcentage du capital et gérait la société et il a très bien géré la société. On a eu, plein d'expansions, d'acquisitions, de croissance externe, depuis 1975 à 2021. On a eu un chiffre d'affaires qui a été un peu flat, ces 5-10 dernières années, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'acquisitions. Mais là, on repart sur de la croissance externe avec des plans d'investissement sérieux, donc notamment le plan à 2025 que j'aime bien et donc selon moi, ça peut être, Ipsos peut être une société très, très intéressante.
un niveau de rétention client excellent et une répartition équilibrée, par client et par région. Donc on a une rétention client de 99, donc les clients ne partent pas de chez Ipsos, ça c'est intéressant. Au niveau du top 10 des clients, ils représentent 17 du chiffre d'affaires et le top 20, 26 du chiffre d'affaires. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est assez bien répartis. Au niveau, des États-Unis, on a quand même 33 du chiffre d'affaires. Royaume-Uni 15. Au niveau des Amériques hors États-Unis, on a 7. Voilà, on est répartis, on a un chiffre d'affaires qui est fait dans le monde entier et c'est ça que j'apprécie chez Ipsos. Au niveau, voilà, de la croissance des revenus, vous voyez qu'en 10 ans, on était plutôt flat, mais depuis, 1998, on a une très, très belle croissance du chiffre d'affaires, vous voyez? On était à 200 millions d'euros, on a multiplié par 10 le chiffre d'affaires depuis 2000 et donc on est à actuellement un revenu de 2 milliards 410 millions d'euros. Donc on a une très, très belle croissance. Là, je vous mets la chute du titre depuis son plus haut, le 15 février 2023, on a perdu 23. Donc c'est pour ça que je me suis placé sur le titre. J'attendais un peu, ce type de move sur, la société pour la placer dans mon portefeuille et donc c'est assez intéressant selon moi à ce cours actuel. Pourquoi j'achète du Ipsos? Parce qu'on a un retour à la croissance alors que depuis 2012, le chiffre d'affaires est flat. On a un plan stratégique 2025 qui est très intéressant. Marge opérationnelle de 13 au plus haut historique, notamment grâce au digital. On a un désendettement, qui se fait, une dette faible de 23 millions d'euros au T1 2023. On a eu 33 également, 33 millions d'euros de rachat d'actions au T1 2023, très intéressant. Le ROCE est élevé à 10,76. On a un marché qui est en croissance structurelle également. Parce qu'on a un besoin accru de connaissances sur, ce que veulent les consommateurs, les sociétés et cetera et cetera et donc c'est un secteur en croissance. Donc j'ai initié ma ligne avec 2 actions. J'ai acheté 2 actions en avril à 47,7 € l'action. Au total, ça me fait 2 actions donc à 47,7 € et là, vous voyez bien sûr la chute sur le graphique, de l'action, Ipsos et donc j'en ai bien acheté, lors de la chute. J'en ai bien profité. Pourquoi vous voyez que je suis en dessous, du graphique? Parce que j'ai acheté en intraday et j'ai dû acheter plus bas que les cours de clôture et donc vous voyez que là, je suis un peu plus bas avec mon rectangle vert par rapport au graphique. Au niveau du dividende, on a un dividende en croissance depuis 2012. En 2019, on a baissé le dividende, mais on a un retour du dividende très haut, au plus haut historique depuis 2021. Donc vous voyez que la société chouchoute quand même bien ses actionnaires et on a un dividende yield actuel à 2,84. Au niveau des ratios par rapport au CAC Mid Small, donc on est plutôt sur une mid cap à 2 milliards de capi. Au niveau du levier value, on est sous-évalué au niveau du price earning à 34,2 par rapport à l'indice de référence. Au niveau du cours sur autofinancement, on est sous-évalué de 38,6. Donc le levier value est totalement validé à ce niveau-là et au niveau du levier quality, on est également, bien validé à ce niveau-là parce qu'on a un ROCE qui est de 14,76 qui est donc, le double de l'indice de référence et on a une croissance du chiffre d'affaires qui est plus élevée de 25 en 2022 par rapport à l'indice de référence CAC Mid Small. Donc la société remplit tous mes critères, c'est pour ça que je la mets dans mon portefeuille. Ensuite, Groupe Guillain, qui est, une société que j'apprécie particulièrement, qui est un groupe familial français créé en 1972. C'est le leader européen des solutions d'emballage alimentaire, cette fois-ci plastique et carton. Contrairement à Verallia qui est uniquement, au niveau des emballages en verre. Groupe Guillain, c'est, au quotidien un interlocuteur privilégié des clients qui ils interviennent dans les métiers de la bouche, l'industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Ils sont présents commercialement dans 70 pays et le groupe innove sans cesse pour servir ses clients avec plus de 21 500 références, disponibles sur stock. Donc on est vraiment sur une belle société, une belle, PME française qui cote une fois son price to book, donc une fois ses fonds propres actuellement, donc c'est quand même très, très sous-évalué. Heu,
Vous connaissez forcément, Groupe Guillain, vous côtoyez Groupe Guillain au quotidien. Donc, actuellement, c'est, de nouveau, on commence à être dans la saison des fraises et donc vous avez des emballages en plastique et carton. Si vous regardez en dessous, vous verrez sûrement, Groupe Guillain, en dessous de l'emballage plastique parce que, c'est le leader européen sur ce marché et donc vous côtoyez un peu tous les jours si vous achetez des fraises actuellement, Groupe Guillain, donc les produits de Groupe Guillain, tout simplement. Je vous ai mis également ici, que le groupe Guillain était quand même verticalement intégré. Vous voyez, là, j'ai mis les emballages de bûches de Noël, donc au niveau des pâtissiers, boulangers et tout. Donc c'est Thiola qui appartient à un groupe Guillain qui fait ces emballages et donc au niveau des bûches de Noël, vous avez des emballages groupe Guillain. La pro aux prochaines fêtes, vous ferez attention. C'est dans 6 mois, donc même dans 7 mois et donc vous ferez attention, c'est sûrement des emballages groupe Guillain et là, c'est, de la tête de moine de chez Auchan et vous voyez ici que c'est un emballage Guillain, très, très qualitatif, j'ai trouvé moi, ça s'appelle Luxifood et vous pouvez le mettre au micro-ondes, il passe de 0 à 100 degrés et c'est un mix, carton, plastique, très intéressant. En haut, il y a du plastique, en dessous, le socle est en carton et c'est très, très qualitatif. À ce niveau-là et c'est encore du groupe Guillain donc vous en côtoyez un peu au quotidien, cette société même si vous pensez qu'elle est très peu connue, voilà tout. Vous la connaissez sûrement. Enfin, vous possédez sûrement ces produits. Donc en 2022, on a vu que le produit des activités ordinaires est en progression de 21,2 par rapport à 2021. On a une croissance de 14,4 à périmètre et taux de change constant, donc gain de part de marché, augmentation de prix, sûrement à ce niveau-là. C'est par ça qu'est symbolisée la croissance organique. Le segment emballage progresse de 22,3 et 15,1 à périmètre constant et on a une croissance au niveau du secteur matériel de 3,4. Et enfin, on a intégré le groupe Gauthier-Frémont, heu, de 2021. Donc là, vous voyez une très, très belle croissance du chiffre d'affaires. Donc en 2004, on faisait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a quasiment multiplié par 4, non, quand même pas par 4, par 3,5 on va dire, le chiffre d'affaires depuis 2004. Donc on a quand même une très, très belle, PME, française qui fait du chiffre en France, mais également plus à l'export désormais. Donc c'est très intéressant à l'export, mais seulement en Europe. Heu, Moi, je joue un peu une recovery sur ce titre parce qu'on a des marges qui sont impactées fortement par les prix de l'énergie et le coût des matières premières, sur Groupe Guillain. Selon moi, l'année 2023, elle va être très, très bonne. Donc on voit que le résultat opérationnel, il est en baisse de 10 millions d'euros par rapport à 2021, soit 12 de baisse. Cette baisse est essentiellement due à la hausse des prix des matières premières, plastiques et carton et de l'énergie et de la dépréciation exceptionnelle de l'écart d'acquisition de la filiale allemande. Le résultat net en retrait de 11,6. Donc là, ça peut vous paraître, bête d'investir dans une société où les marges, diminuent, mais on a déjà vu ça auparavant et c'est normal chez Guillain, on a quand même de très belles marges encore. Au niveau, donc voilà, je vous ai dit qu'on jouait une recovery à ce niveau-là et je pense que 2023 va être très intéressant à ce niveau-là. Au niveau du S1 2022, les chiffres étaient de l'ordre de -25 hein, de retrait du résultat net et du résultat opérationnel courant. Donc ici, moi, les résultats annuels sont plutôt rassurants pour ma part. On voit que la capacité d'autofinancement, elle s'élève à 95,4 millions d'euros, donc on est plutôt flat, voire en légère diminution depuis, 3 ans maintenant. Donc notamment à cause du coût des intrants et de l'énergie comme je vous l'ai dit. Ouais, on est quand même en hausse de 1 au niveau de la capacité d'autofinancement par rapport à 2021. Ça représente 10,6 des produits des activités ordinaires. Au niveau de l'endettement, on a un léger endettement, à la fin 2022 de 97,8 millions d'euros et enfin, on voit que la société est très bien gérée parce qu'on a des fonds propres, qui augmentent. Je rappelle ce que sont les fonds propres, ce sont les bénéfices mis en réserve donc ça dépend de la stratégie du groupe.
comment on, distribue, les bénéfices. Est-ce qu'on les distribue aux actionnaires? Est-ce qu'on est prudent là-dessus? Donc on a un bénéfice net, on distribue des dividendes et donc les dividendes distribués, ils sont soustraits, aux bénéfices mis en réserve et donc ici, on a une très, très belle croissance des fonds propres, ce qui signifie que la société est quand même assez conservatrice et donc est bien gérée. Au niveau des capitaux propres, ils sont en augmentation de 33,5 millions d'euros par rapport à 2021 et les investissements industriels réalisés en 2022 s'élèvent à 40,2 millions d'euros, soit près de 4,5 du produit des activités ordinaires. Je rappelle pourquoi la capacité d'autofinancement et je prends ce ratio est importante parce que c'est une, donnée financière cash et donc alors que le bénéfice net est une donnée financière, non cash et donc elle représente la capacité d'investissement, de remboursement d'emprunts, d'épargne et de rémunération des investisseurs. C'est un indicateur important pour les banques, investisseurs, actionnaires. Il est donc essentiel de le présenter lors d'un appel de fonds ou d'une demande de financement. Donc on a une petite polémique sur, le plastique écologique ou pas. En tout cas, Groupe Guillain, ils sont engagés à dans la sauvegarde des océans, donc ça leur coûte de l'argent, je pense, à ce niveau-là, mais je trouve que c'est une action magnifique que fait, Guillain avec, Prevented Ocean, Plastic et donc ils intègrent dans certains emballages recyclables une matière recyclée de qualité issue de collectes menées, sur les côtes d'Indonésie et transformée selon un processus socialement responsable, certifié par des organismes indépendants reconnus. Et donc grâce à ce partenariat, c'est près d'1 milliard de bouteilles de plastique qui ne finiront pas, leur vie dans les rivières et les océans. Donc moi, je trouve que c'est très, très beau ce que fait, Guillain. Il montre que le plastique, ça peut être recyclé et donc ils vont chercher carrément, 1 milliard de bouteilles de plastique dans l'océan, en Indonésie tout simplement. Donc aujourd'hui, on nous dit que c'est 100 de tous les emballages, du groupe Guillain qui sont, réutilisables, recyclables ou compostables. À propos de l'empreinte plastique, il est important de rappeler que les emballages plastiques alimentaires et non alimentaires représentent 1,7 de la production mondiale de pétrole et 0,6 de l'empreinte carbone totale, d'un consommateur moyen. Donc c'est quand même très, très faible à ce niveau-là, soit 12 fois moins que sa consommation d'électricité ou 24 fois moins que l'utilisation de sa voiture. En outre, remplacer 100 des emballages plastiques par tout autre matériau reviendrait à multiplier par 3,6 fois, leur poids, par 2,2 la consommation d'énergie et par 3,7, les émissions de gaz à effet de serre, soit, 61 millions de tonnes de CO2 par an en Europe. Donc le plastique, c'est quand même très, très léger, ce qui permet de moins polluer et l'enjeu, c'est de pouvoir le recycler, en fait, maintenant. Bien sûr, ils sont en accord, ils essaient d'être en accord avec les États, notamment l'État français pour trouver des accords parce que le plastique a été interdit, par une loi, AGEC, au 1er janvier 2022. Donc les conditionnements en plastique pour certains fruits, légumes et frais, à l'exception de ceux qui présentaient un risque de détérioration dans le cadre de la vente en vrac. Donc en France, on a interdit un peu les emballages plastiques et l'Espagne a voté une loi reprenant un peu cette idée avec les fruits et légumes qui seront exemptés et au niveau européen, ils ont essayé de faire pareil, mais ça n'est pas passé pour l'instant. Pourquoi moi, ça me fait un peu polémique, cette interdiction du plastique? Parce que, ils investissent moi j'aime bien Guillain parce qu'ils investissent énormément dans le carton également, donc ils sont, bi-activité donc si le plastique était totalement interdit, ils peuvent aussi faire du carton. Mais les machines sont plus chères que les machines pour faire des emballages plastiques. On n'a pas, on n'est pas sûr de pouvoir remplacer, le plastique parce que les volumes sont encore en hausse en 2022. Si on propose du vrac, on perd 40 des produits, sans compter les vols. Moi, je travaille un peu, dans une, petite, et moyenne surface, voilà, en job étudiant et on voit que les gens viennent grignoter dans le vrac donc on a quand même beaucoup de pertes à ce niveau-là. On essaye beaucoup de voler également ça alors que les autres fruits et légumes, ça se vole un peu moins ou du moins on le voit pas.
et le carton, ce n'est pas étanche, c'est très cher et on a pour l'instant une faible capacité de production. Donc voilà pourquoi j'achète ici du groupe Guillain, parce qu'on a le mote de Guillain, c'est qu'il peut livrer tous ses clients en moins de 24 heures pour les emballages plastiques. On a une excellence de la logistique pour cette société. J'aime également cette société car ils investissent énormément dans le carton également, machines, plus chères que les machines pour faire des emballages plastiques, oui. Ah bah, je vous ai remis ce que j'ai mis juste à côté. Le carton pas étanche, on cote actuellement une fois les fonds propres, donc c'est une société, sous-évaluée, donc le price to book, on le cote une fois. Donc vous achetez, selon le critère de gramme, une très, très belle société actuellement. Moi, je parie sur le recovery des coûts des matières premières et de l'énergie, déjà présente au S2, 2022 et on a une société qui appartient, d'une détention familiale du capital à hauteur de 65 par la famille Guillain. Donc c'est forcément bien géré à long terme parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. J'ai renforcé donc ma ligne, j'ai acheté 3 actions en avril à un PRU de 24,72, soit, 5, au total, j'ai 5 actions avec un PRU de 23,38 et actuellement, je suis en plus-value de 15,5. Donc vous voyez que j'ai acheté au bon moment, ici, en avril et donc le cours a pump, on est aux alentours de 27 € actuellement. Au niveau du dividende, c'est une société qui distribue un dividende stable, voire croissant dans le temps. Dividend yield de 0, de presque 3 actuellement et aujourd'hui, pour l'exercice 2022, ils vont proposer un dividende de 80 centimes par action. Donc une légère augmentation et ce qui est plutôt bon, pour, vous qui aimez les dividendes. Au niveau du levier value, on est très, très sous-évalué, au niveau du groupe Guillain, elle ça a une capi de 400 millions d'euros, je crois Guillain 400-500 millions d'euros, parce que je vous l'ai pas mis au début ça. Donc au niveau du levier value, on est sous-évalué de 35. Au niveau, du cours sur capacité d'autofinancement, on est sous-évalué, de 37. Donc le levier value est purement validé. Au niveau du ROCE, on est, on est validé également, on est à +48 par rapport à l'indice de référence. Donc on investit, on est rentable dans nos investissements et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on croît également plus rapidement que, l'indice de référence et donc on est à +121 de croissance du chiffre d'affaires, par rapport à l'indice de référence. Donc ça remplit tous les critères small cap quality value et société familiale également. Donc j'adore cette société. Société suivante, Synergie. Donc ici, on est dans l'intérim français. Donc société d'intérim, si vous ne connaissez pas, c'est des missions, de CDD, voire de CDI maintenant, c'est de l'externalisation de ressources humaines en gros pour les sociétés. Synergie, c'est une société qui a été créée depuis plus de 50 ans. C'est aujourd'hui une référence incontournable, dans la gestion de ressources humaines. Il occupe la 5e place et parmi les leaders de la profession en Europe, donc on est numéro 5 en Europe au niveau de l'intérim, donc c'est une société quand même intéressante à ce niveau-là. On a une taille critique. On a l'international qui représente 57 du chiffre d'affaires consolidé. Donc on est leader français, sur les ressources humaines, 5e en Europe, 4 800 collaborateurs, voilà. Donc ça, c'était au semestriel 2022. Voilà, donc là, je passe parce que c'est les semestriels 2022. On a un mix client favorable, à la réactivité de Synergie. Donc on a l'industrie qui représente 49 le tertiaire et divers 29 le BTP 8 et le transport et la logistique 14 du chiffre d'affaires. 46 du chiffre d'affaires, ça représente des grands comptes et donc 54 également des PME et des PMI, des petites et moyennes sociétés. On a un positionnement multisecteur et multiclient qui est intéressant. Ils sont présents dans 17 pays avec 800 agences. Le groupe intervient dans les secteurs que je vous ai dit et donc c'est intéressant selon moi. Donc, l'activité, elle ressort, à des niveaux historiques avec une croissance, du chiffre d'affaires de 8,1 en 2020, j'écrase un moustique bien sûr, en 2022 de 8,1 de croissance du chiffre d'affaires et de 7,7 à périmètre et taux de change constant.
Tous les secteurs sont en croissance et donc on est à des niveaux historiques actuellement. Donc vous voyez que la société, elle s'est multipliée par presque 10 depuis, 97, parce qu'on avait 300 millions de chiffre d'affaires en 97 et là on est actuellement autour de 3 milliards d'euros prévus, 3,2 milliards d'euros prévus en 2023. Donc on a fait un beau x10 en, un peu plus de 20 ans. Donc c'est une très, très belle société. La part de l'international, elle représente 57 de l'activité, donc hors France, on est plutôt sur l'Europe et 2,6 hors Europe. Au niveau du T1, on a une très, très belle croissance, enfin on a une croissance, légère mais qui reste positive de 4,9 et de 3,1 à périmètre et taux de change constant. On reste, toujours sur la guidance de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, donc moi, ça m'intéresse fortement, ce type de société. Pourquoi j'achète du Synergie? Parce qu'elle n'a jamais perdu d'argent malgré, des marges faibles. La marge nette est de retour à des niveaux convenables après avoir souffert des confinements. Je sais même pas si j'ai bien écrit confinement d'ailleurs. Confine j'ai écrit confinant, ouais. OK, j'ai rêvé. On a du cash positif à hauteur de 241 millions d'euros à peu près, soit 10 euros par action avec un prix de l'action à 34 euros l'action. Donc vous avez un tiers du prix de l'action qui est du cash actuellement. La société est en croissance, donc je vous l'ai dit depuis 98 elle a fait x10. On a des marges, de net income qui se maintiennent autour de 2-3 ce qui est correct, très correct pour le secteur de l'intérim. Pas de récession actuellement, donc une croissance positive. Moi, je reste positif là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un actionnariat familial qui sont alignés avec les minoritaires et le fondateur détient 69 du groupe. Le ROCE est également très bon à 8,25. Donc on investit, nos investissements sont rentables, dans cette société. J'ai initié ma ligne, j'ai acheté 2 actions en avril à 32,76, donc j'ai au total, 2 actions à 32,76. On voit que l'action a presque touché 22 € là. Franchement, c'était une pépite à acheter. Vous avez également presque fait un x2, bon quand même pas un x2, mais vous avez fait au moins un plus 80 si vous aviez acheté à ce creux-là. Je m'en veux de ne pas avoir acheté cette société à ce cours-là, mais bon, je suis confiant pour la suite et on ne surpaye pas actuellement. Au niveau du dividende, vous voyez qu'il est croissant ou stable dans le temps, ce qui est synonyme de qualité, et on a un dividend yield de 2,34 actuellement et le dividende restera stable à 80 centimes par action, au titre de l'exercice 2022. Au niveau, des ratios, par rapport au CAC Mid Small, donc là, on est plutôt sur une société, de 6 à 700 millions d'euros de capi, il me semble, au niveau de Synergie. Donc au niveau, du ratio, du levier value, on est, validé parce qu'on a une décote de 36 du price earning par rapport à l'indice et de 15 du cours sur cash flow, du cours sur capacité d'autofinancement par rapport à l'indice. Au niveau ROCE, on est validé au niveau quality, parce qu'on a un très bon ROCE qui est de plus 153 par rapport à l'indice et on a une croissance du chiffre d'affaires par contre, inférieur à l'indice, donc on sous-performe un peu l'indice au niveau de la croissance du chiffre d'affaires en 2022 de 15,63. Donc très, très belle société, Synergie, j'ai acheté et je ne regrette pas parce que, plus je m'intéresse à la société, plus je me conforte dans mes fondamentaux, d'investisseur, small cap quality value. Société suivante, dans le même secteur, société française familiale dans l'intérim qui est Groupe Crit. Donc, ce qui est intéressant chez Crit et ce qui a porté préjudice également pendant la pandémie, c'est le secteur multiservices aéroportuaire. Mais c'est ce qui m'intéresse actuellement parce qu'on marge plus que du travail temporaire normal. On a un chiffre d'affaires de 2,3 milliards, un EBITDA de 134,8 millions d'euros et donc on est top 20 mondial dans l'intérim, top 5 en France dans l'intérim et au niveau de l'aéroportuaire, on est numéro 1 en France et c'est, pourquoi je m'intéresse plus à Crit, enfin, c'est pour ça que j'aime Crit par rapport à Synergie également parce qu'on a une petite particularité. Au niveau du secteur aéroportuaire, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est sur les aéroports, on a des concessions
aéroportuaire, donc on a des contrats avec les clients. Donc on fait de l'assistance aux passagers, enregistrement, embarquement, billetterie. On fait de l'assistance aux avions, tractage, placement au parking, calage, branchement et cetera. Au niveau du trafic, on fait des suivis de plans de vol, d'établissements de devis, de masse et centrage, météo et cetera, et on est également dans l'assistance au fret, transfert, piste, fret et poste, entreposage et cetera, en France et en Afrique, et donc on est, sur le segment aérien. On a une forte progression, du chiffre d'affaires consolidé de 15 en 2022. Donc notamment, on a des retours, on commence à être à des niveaux de résultats pré-pandémiques, au ni à des niveaux de 2019, et donc on a un chiffre d'affaires qui entre en croissance de 15. Le travail temporaire est en croissance de 8,7 et le multiservice, donc porté par le retour à la normale du trafic aérien, donc des volumes de trafic aérien qui est en hausse de 56,2. Donc on a une croissance soutenue dans le travail temporaire et une accélération du rattrapage dans l'aéroportuaire. Au niveau de l'EBITDA, ce que j'aime bien, pourquoi j'aime bien, Crit? Parce que vous voyez que l'EBITDA du pôle multiservice est de 9,5 et qu'il est encore en croissance actuellement. Au T1 2022, et donc il gonfle un peu la marge, du secteur, travail temporaire, l'EBITDA du secteur travail temporaire qui est seulement de 4,8 en 2022, et on se retrouve donc avec un total groupe de 5,8, donc de très, très belles marges. Au niveau, du travail temporaire en France, depuis 2 ans, Crit surperforme le marché, donc Adecco, Manpower, Randstad et Synergie. Avec 5 des parts de marché, le groupe Crit se place dans le top 5 du travail temporaire en France. En 2022, il enregistre une des meilleures hausses, du chiffre d'affaires, plus 8,7 heu, par rapport aux grands acteurs, du secteur. Au niveau du T1 2022, on a un début, T1 2023, on a un début d'exercice réussi, début d'année réussi, avec un chiffre d'affaires de 583 millions d'euros, une progression de 11,3 et de 6,4 à périmètre et taux de change constant. Donc tous les secteurs sont en croissance, et on a notamment une très, très belle croissance, notamment du, pôle multiservices, donc des volumes aériens qui sont de retour au niveau pré-pandémique et qui boostent un peu le chiffre d'affaires de, heu, de Crit. Voilà tout. Donc pourquoi j'achète également Crit? Parce qu'elle n'a jamais perdu d'argent malgré des marges faibles, tout comme Synergie. Les marges dans l'aéroportuaire sont presque 2 fois meilleures que l'intérim classique et de retour à des niveaux normatifs selon moi, d'après ce que je vois. On est cash positif à hauteur de 339 millions d'euros, donc on a 30 € de cash par action. Je rappelle qu'on a un prix de l'action à 80 €, donc on a, à peu près, 30 à 40 du prix de l'action qui est en cash, en trésorerie. Donc moi j'aime bien, ces sociétés familiales bien gérées parce que, on a du gros cash actuellement. On est en croissance, le chiffre d'affaires était de 1,120 milliard en 2004, il est à 2,3 milliards en 2022, on a fait fois 2. On a une croissance qui a été un peu gâchée par la pandémie, comme je vous l'ai dit. C'est dommage, mais on est à des retours et on est prêt à croître. On a fait une très, très belle acquisition en Suisse, et selon moi, j'aime bien Crit, notamment parce qu'elle fait plus de cash que Synergie. Je parle bien de capacité d'autofinancement, par rapport à Synergie, mais elle fait moins de résultats nets. L'actionnariat familial, on a des intérêts alignés avec les minoritaires que nous sommes, que nous représentons en tant qu'investisseurs particuliers. Le fondateur détient 75 du groupe. On a un ROCE à 13,41, donc ce qui est très, très intéressant. J'ai initié ma ligne, j'ai acheté 2 actions en avril, donc à 73,56. Donc vous voyez que j'ai fait quand même un bon coup là, même si ça rebaisse. On était quand même aux alentours de 55 € l'année dernière, c'était quand même très, très intéressant. Mais la société est très qualitative selon moi. Le dividende, il est assez en dents de scie. En 2018, je pense qu'on a versé un dividende exceptionnel de 4,5 € par action,
et là, on va reverser au titre de l'exercice 2022, 3,5 € par action. Ça nous fait un dividende yield de 4,38 Donc pour les chasseurs de dividendes, c'est assez intéressant. Maintenant, les ratios par rapport au CAC Mid Small, au niveau du price earning, on est moins sous-évalué que Synergie, comme je vous l'ai dit. Mais moi, le price earning, je m'en fiche un peu. Je préfère le cours sur autofinancement parce que c'est, des données cash et moi, je préfère le cash que, des bénéfices comptables purs et durs et donc, j'aime bien du coup, Crit car, bon, elle coche les 2, les 2 leviers, value, donc price earning décoté de 14 par rapport à l'indice et le cours sur autofinancement de 40 et au niveau du ROCE, bah, je vous ai pas mis la différence. Au niveau du ROCE, on est, au niveau du levier quality, on est très, très bon, on surperforme, on fait, plus 86 par rapport à l'indice de référence. Donc on investit, on est rentable dans nos investissements plus que l'indice et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est, à plus 56 par rapport à l'indice de référence en 2022 et donc j'ai mis moins là, mais c'est plus 56. Voilà tout. Maintenant la contribution à ma performance, au niveau du mois d'avril, donc on a eu Scanfil, société, finlandaise très, très bonne qui a fait 15 sur ce mois, Clasquin presque 9 Fountaine Pajot, plus, 6 Silly, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai eu Verbio qui a fait une contre-performance, je l'ai vendue d'ailleurs parce qu'elle, faisait une contre-performance. Mersenne également, je l'ai vendu, Mersenne qui fait également -10 Click Digital. On a eu pas mal de sociétés qui ont pas très bien performé ce mois-ci et donc là, j'ai enlevé le canard boiteux de mon portefeuille qui est Verbio, même si au cours actuel, je pense que ça représente une belle opportunité. J'étais à -40 sur le dossier et donc j'ai vendu parce qu'il fallait que je fasse une performance de 60 et je n'avais pas la foi de renforcer, donc j'ai tout vendu. Au niveau de ma performance stock picking, je suis à 0,02 depuis le début de l'année. Le CAC Mid Small est à 7,1 et le CAC 40 à 16,6. Donc je me fais un peu, tuer pour l'instant, mais on va voir que sur le mois de mai, j'ai bien fait de garder ma stratégie parce que je surperforme quand même, les indices et ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Au niveau de mon portefeuille actions, voilà, c'est mon portefeuille actuel. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vais pas revenir dessus parce que c'est mon portefeuille au 21 mai, 2023, donc c'est actualisé et donc je vais pas passer dessus parce que j'ai pas fait mes achats, tout ça. Je vous ai pas montré tous mes achats et donc je préfère pas, m'allonger dessus, mais vous voyez toutes mes lignes stock picking, je vous dévoile tout, comme ça, pour que vous sachiez un peu dans quoi j'investis et si vous avez des commentaires à faire. Voilà tout. Là, je suis en train un peu de rééquilibrer parce qu'on voit que l'industrie et la consommation discrétionnaire, ça représente, 65 de mon portefeuille. J'essaye de mettre un peu de plus de technologie, de matériaux, d'énergie, de communication et de santé, donc je vais, heu, je vais me recentrer là-dessus. Hem Au niveau de la croissance du dividende selon Morning, vous voyez qu'à M-1, j'étais à une croissance de 10 par an du dividende. Là, je suis à 11 et j'ai un rendement, de presque 3 alors que je n'investis pas pour les dividendes, je tiens à le dire. Donc on a un rendement assez intéressant à ce niveau-là. Au niveau de ma watchlist technologie, je surveille toujours S2I et Obey et Silly, qui est une société finlandaise, une ESN. Au niveau communication, je surveille Publicis Click Digital et Ipsos, qui selon moi, Ipsos, c'est dans le secteur communication quand même. Services financiers, je surveille Amundi et Viel. Au niveau industrie, je surveille Rexel, Guilin, Pujula, Crit, Synergie et Safoland. Donc société, qui fait des essieux, du freinage maintenant et des de l'amarrage pour les camions, je sais pas comment on appelle ça. Oui, quand la remorque de devant enfin quand la tracteuse, met la remorque, le système qui tient les 2, et ben, c'est du Safoland. C'est une société allemande. Au niveau des matériaux, je m'intéresse à Moulinvest et Jacquet. Au niveau santé, Clinica Baviera, donc au niveau de ma watchlist et au niveau de l'énergie, Technip Energies, si elle, refait
un petit peu, elle baisse un petit peu, je sais que je peux me renforcer très fortement sur Technip parce que, j'aime bien la société et que je fais confiance au management. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de commenter si ça vous a plu. C'était Invest Academy, c'était un plaisir, à très bientôt.